Un millionnaire handicapé se noyait sous les yeux de tous, jusqu'à ce qu'elle fasse ce que personne n'avait osé. Ce n'est pas un conte inventé, ni une histoire de sauvetage miraculeux. C'est un récit franc et réaliste sur la manière dont la vie peut se briser, et comment on peut la reconstruire, morceau par morceau, avec l'aide des autres, avec de la douleur, mais pour de vrai. Avant de commencer, écrivez dans les commentaires de quelle partie du monde vous regardez aujourd'hui. Martin Cardenas ne croyait pas au destin. Il croyait au contrat, aux chiffres, et à l'idée que toute crise pouvait être résolue si l'on établissait un plan suffisamment précis. Mais un accident de voiture n'avait pas besoin de plan. Il s'était simplement produit et avait laissé derrière lui un corps qui ne répondait plus. Plus de 2 ans avaient passé. Martin vivait dans une maison à la périphérie de la ville, entourée de verdure. La maison était équipée de tout le nécessaire, rampes, portes automatiques, personnel médical, et même une piscine spécialement adaptée. Tout pour vivre, mais pas pour se sentir vivant. Il sortait rarement de son bureau ou de sa chambre. Une fois par semaine, il faisait le tour du jardin, plus par entêtement que par envie. Le personnel travaillait correctement, mais personne ne le regardait dans les yeux. On ne l'appelait jamais par son prénom. Seulement, Monsieur Cardenas. Comment vous sentez-vous? Voulez-vous que je vous apporte? Suivi d'un regard détourné, comme si son fauteuil pouvait être contagieux. Le jour où tout changea commença comme d'habitude. Vers midi, l'air du jardin était épais de chaleur et de parfum de jasmin. Martin demanda à être conduit près de la piscine. Il n'y entrait jamais, mais aimait s'asseoir à côté. La surface de l'eau lui rappelait quelque chose de perdu, peut-être la possibilité de bouger, peut-être lui-même avant l'accident. Il demanda à l'assistant de s'éloigner, voulant rester seul. Ses doigts tremblaient sur la commande de son fauteuil quand il s'approcha du bord. Et au moment où il voulut simplement se retourner, il arriva ce qu'il redoutait le plus. La roue glissa, le fauteuil bascula, une douleur à l'épaule, l'eau d'abord fraîche puis oppressante. Aucun cri ne sortit, pas le temps. Panique. Dans ses oreilles, son propre cœur battant. Il ne pouvait ni nager, ni se maintenir, seulement sombrer lentement. Première pensée, voilà, c'est la fin. Mais soudain une main agrippa son col, des bras puissants le tirèrent. L'eau dans les oreilles, la toux, le soleil aveuglant et une voix vivante. Respirez, respirez, vous m'entendez? Il ouvrit les yeux. Devant lui se tenait une femme. Cheveux mouillés, chemise simple, des traces de terre et des bras d'herbe sur ses joues. Elle venait visiblement de travailler dans le jardin, et elle tremblait non pas de peur, mais de colère. « Où sont-ils » cria-t-elle vers la maison. Où diable était le personnel? Pour la première fois depuis longtemps, il eut envie de répondre d'une phrase informelle, mais n'y parvint pas. Il la regardait et comprit soudain, elle ne le voyait pas comme un malade. Elle le regardait comme un homme ayant besoin d'aide, et qu'on pouvait sauver. Il apprit plus tard qu'elle s'appelait Clara. Nouvelle employée, elle travaillait sur les plantes le long du mur sud, avait aperçu du coin de l'œil le fauteuil tomber dans l'eau, sans réfléchir, avait sauté, alors même qu'elle ne savait pas vraiment nager. « Et si vous n'aviez pas été là » lui demanda-t-il plus tard. « Et si j'y étais » répondit-elle simplement, puis elle s'en alla. Martin ne dormit pas cette nuit-là. Ce n'étaient ni les mots de Clara, ni son visage, ni même le moment de la chute qui tournait dans sa tête, mais une sensation nouvelle. Comme si, dans ce court instant où elle l'avait tiré vers le haut, il ne s'était pas senti brisé pour la première fois depuis 2 ans. Le lendemain matin, il appela le régisseur. Licencier 2 assistants et engager Clara en permanence dans la maison. En tant que quoi? En tant que personne qui m'apprendra à faire confiance à nouveau. Le matin était clair. Martin était assis dans son fauteuil près de la fenêtre lorsque Clara entra. On m'a appelé. C'est à propos d'hier? Oui. Je voulais vous remercier et vous proposer un travail. Je travaille déjà chez vous. Non. Je veux que vous travailliez non pas pour le jardin, mais pour moi. Elle le fixa longtemps, puis dit doucement. Vous savez, hier j'ai eu peur, non pas parce que vous pouviez vous noyer, mais parce que j'ai vu, pour la première fois, un être humain disparaître dans le silence, dans la solitude des autres. Il hocha lentement la tête et répondit. Alors restez, pour que ce silence ne revienne jamais.
Clara fit une pause, puis tendit sa main, une vraie main, informelle, sans contrat. D'accord. Mais je ne suis ni infirmière ni assistante. Je suis juste une personne. C'est exactement ce dont j'ai besoin, dit Martin. Il serra sa main et, pour la première fois depuis longtemps, il sentit son pouls revenir. Au début, il parlait peu. Martin pensait, c'est bien. Le silence, c'est ma zone de confort. Mais il découvrit que le silence de Clara était d'une autre nature. Ce n'était pas un gouffre qui l'engloutissait, comme celui auquel il s'était habitué. C'était un silence de présence. Respectueux, mais vivant. Elle ne cherchait pas à combler les pauses, elle se contentait d'être là, et cela rendait tout plus léger. Clara s'installa dans une petite chambre au rez-de-chaussée, officiellement pour des raisons pratiques. Officieusement, elle avait compris que Martin avait besoin d'une présence constante, non pas selon un horaire, mais humainement. Parfois, elle l'aidait à se déplacer dans la maison, mais elle ne se précipitait jamais, et ne le touchait jamais sans sa permission. Un jour, alors qu'il prenait le thé dans le jardin, Clara demanda « Pourquoi ne vous regardez-vous jamais dans le miroir ?» Il esquissa un sourire amer. « Parce que je ne vois pas une personne. Je vois les conséquences. Et si je vous dis que moi je vois une personne ?» Il la regarda sans défi, sans se protéger, juste avec une vulnérabilité inattendue. Je ne savais pas qu'on pouvait survivre et se sentir quand même à moitié mort. Clara ne répondit pas tout de suite, puis dit « Je n'ai pas eu d'accident, mais je sais ce que c'est d'être brisé et invisible. Toi ?» Elle hocha la tête. « J'ai été placée dans une famille d'accueil à 6 ans, avant ça j'ai passé 5 ans dans différents foyers. Je ne croyais pas qu'on pouvait appartenir à quelqu'un. Je vivais juste pour ne pas déranger. Et maintenant, je choisis à qui j'appartiens. Pas parce que j'y suis obligé, mais parce que je vois chez quelqu'un un endroit où je n'ai pas besoin de disparaître. » Martin se tut. Il comprit soudain que depuis longtemps il ne s'était ouvert à personne. Sa vie après l'accident était devenue un protocole de survie, procédure, contrôle, silence. Clara, avec ses mots simples et son absence de pitié, détruisait cet ordre, et, à sa surprise, il n'avait pas envie de se défendre. Un soir, Clara entra dans son bureau et vit des photos sur la table. « C'est vous avant l'accident ?» Il hocha la tête et regarda le cliché, jeune, sûr de lui, en costume. Un dos droit, des bras solides, une posture fière, un visage complètement différent. Je ne me souviens même plus de ce que c'est, marcher. C'est comme une vie étrangère. Et moi je ne me souviens plus de ce que c'est quand on t'appelle par ton prénom et pas par un numéro. On a tous notre amnésie. Mais vous avez appris à vivre ? Non, dit-elle. J'ai juste décidé de ne pas mourir. Il la regarda d'abord comme une femme qui venait de dire quelque chose de fort, puis comme un être humain qui comprenait, sans question ni pitié. Une semaine passa. Ils se mirent à parler davantage, de choses simples, la nourriture, la météo, les livres et des choses plus profondes presque par hasard. Pour la première fois il avoua qu'il ne laissait jamais personne rester plus longtemps que nécessaire, car c'était plus facile de ne pas s'attacher. Et si la personne ne part pas d'elle-même ? Dit-elle. Alors je ne sais pas quoi faire, répondit-il doucement. Un soir, Clara demanda. Vous avez déjà eu peur d'être devenu pour toujours un étranger dans votre propre vie ? Il ne répondit pas tout de suite. J'ai peur que mon monde soit devenu un musée, où tout est figé et moi je suis l'exposé. Alors laissez-moi ouvrir la fenêtre, que le vent au moins passe. Le lendemain, Martin accepta pour la première fois de sortir de la maison ni selon l'itinéraire, ni selon l'horaire, ni pour une procédure. Juste parce que Clara lui avait proposé d'aller voir le grenadier en fleurs dans le coin du jardin. Quand ils y arrivèrent, il regarda l'arbre et dit « Il a donné des fruits. » Clara sourit. « Non, mais il fleurit chaque année comme ça, sans garantie que quelque chose pousse. » Il la regarda et pensa « Peut-être que moi aussi je peux recommencer à fleurir, même si je ne suis pas sûr que quelque chose naîtra. » Cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, il enleva le drap qui recouvrait le miroir de sa chambre et ne détourna pas le regard. Le téléphone sonna 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il ne voulait pas décrocher, mais il décrocha. « Allô ?» Un silence long à l'autre bout, mais il entendait une respiration. Chaude, presque irrégulière,
Féminine. Martin, pardonne-moi, c'est Lucia. Il ferma les yeux. Ce nom, il ne l'avait pas entendu depuis presque 8 ans. Ni lettre, ni message. Juste des souvenirs, comme une pellicule floue mais collante. Lucia. La femme avec qui il était resté le plus longtemps. La femme qu'il avait quittée, non par culpabilité, mais par peur. Toi? Tu vas bien? Demanda-t-il avec retard, sachant que ses appels ne se faisaient pas par hasard. Non, dit-elle doucement. C'est pour ça que j'appelle. Il se tut. J'ai un cancer, à un stade avancé. Le traitement a commencé trop tard. Les médecins ne donnent aucune garantie. Silence. Seulement son pouls dans ses oreilles. Mais elle continua. Martin, nous avons une fille. Elle s'appelle Camilla. Elle a 7 ans. Tu ne savais pas. Je ne t'ai rien dit. Il ne comprit pas tout de suite ce qu'il avait dit à voix haute. Je voulais préserver ta vie telle qu'elle était. Et puis c'est devenu trop tard. Trop tard pour revenir. J'avais peur. Tu n'y arriverais pas. J'avais peur que, dans ton état, tu ne puisses pas être père. Tu m'as volé 7 ans, lâcha-t-il d'une voix brisée. Je sais, murmura-t-elle. Je sais. Il sentait tout se briser à l'intérieur. Il savait qu'il ne pouvait pas se lever. Mais pour la première fois depuis longtemps, il aurait voulu partir en claquant la porte, disparaître ou crier. Pourquoi maintenant? Pourquoi me dire ça maintenant? Parce que je meurs. Et parce que, Camilla, si quelque chose m'arrive, elle ira dans le système. Et tu es le seul à qui je peux la confier. Il ne savait pas quoi dire. Je suis en fauteuil roulant, Lucia. J'ai déjà du mal à m'occuper de moi. Comment vais-je m'occuper d'un enfant? Je ne te demande pas d'être parfait. Je te demande juste de ne pas la laisser disparaître. Comme moi j'ai disparu autrefois. Et l'appel se coupa. Martin resta assis longtemps. Le téléphone encore dans sa main. Clara le trouva assis dans son bureau, le visage blême. Qu'est-ce qui s'est passé? Il ne put parler, tendit seulement à Clara un mot qu'il avait griffonné machinalement. J'ai une fille. Elle ne s'exclama pas, ne prit pas peur. Elle s'assit simplement à côté de lui. Où est-elle maintenant? Avec Lucia. Mais son état s'aggrave. Et si je refuse, ils la mettront en foyer. Clara resta silencieuse. Je ne sais pas être père, Clara. Je ne sais même pas qui elle est, ce qu'elle aime, ce dont elle rêve, et j'ai peur. Tu as peur qu'elle ait honte de toi? Il acquiesça. Clara prit lentement sa main. Ce n'était pas un geste de pitié, mais une encre. Tu peux avoir peur, mais tu n'as pas à être parfait. Tu dois seulement être là. 3 jours plus tard, une voiture s'arrêta devant le portail. Une femme en descendit, très amaigrie, un foulard sur la tête. À côté d'elle, une fillette frêle aux cheveux raides, portant une veste 2 tailles trop grande, Camilla. Martin observait depuis la fenêtre, incapable de sortir lui-même. Clara les accueillit. Quand la fillette entra dans la maison, elle remarqua tout de suite le fauteuil roulant et s'arrêta. Martin se figea. Il s'attendait à de la peur, du dégoût, de la distance. Mais elle fit un pas en avant, puis un autre, et demanda soudain. « C'est toi mon papa ?» Il hocha seulement la tête. Camilla s'approcha encore et tendit timidement sa petite main, chaude et propre. Il ne put la prendre, ses mains tremblaient. Alors elle dit. « Est-ce que je peux juste m'asseoir à côté de toi ?» Et elle s'assit tranquillement, par terre, près de lui. Ainsi commença un nouveau chapitre. Pas dans une histoire, mais dans la vie. Camilla ne pleurait pas, n'aimait pas les étreintes, mais chaque jour elle venait dans son bureau, s'asseyait près de lui et demandait. « Qu'est-ce que tu aimes? Comment es-tu devenu comme ça? Est-ce que tu sais cuisiner ?» Il répondait, parfois maladroitement, parfois avec humour. Peu à peu, il se rappelait ce que cela signifiait d'être nécessaire, non pas comme un objet de soin, mais comme une personne que l'on choisit. Clara était là. Le matin, elle préparait des gaufres avec de la confiture de cerises, parce que Camilla avait dit que sa maman en faisait ainsi. Le soir, elle lisait des contes avec la fillette, aidait Martin à apprendre comment poser des questions sans commander, comment écouter sans analyser. Un jour, Camilla s'approcha avec un dessin. « C'est notre maison, dit-elle. Voilà avec maman, voilà avec toi, et voilà avec Clara. » Il regarda. «
3 maisons reliées par un arc-en-ciel. Elles sont toutes à moi, ajouta-t-elle. Je ne peux pas en choisir une seule, parce que l'amour n'a pas de limite d'espace. Il contempla la feuille, incapable de prononcer un mot, et murmura seulement. Merci d'être venu. Mais une semaine plus tard, une lettre arriva de Lucia. Je sens que je m'en vais, et tant que je le peux encore, je veux reprendre Camilla auprès de moi. La peur, la panique revinrent. Il pouvait la perdre. La fillette qui, pour la première fois, l'avait appelé papa. Martin lut la lettre 3 fois. Peu de mots, mais chacun entrait comme une écharde. Je sens que je pars, et tant que je peux, je veux être près de ma fille. Si ce n'est pas maintenant, alors quand? Il ne savait pas ce qui était le plus effrayant. Perdre Camilla ou se retrouver à nouveau seul, alors qu'il commençait seulement à croire qu'il pouvait faire partie de la vie de quelqu'un. Il ne savait pas s'il avait le droit de contester une mère qui avait élevé la fillette sans rien demander en retour. Et il ignorait complètement comment en parler à Camilla. Depuis que Camilla était arrivée dans la maison, chaque matin commençait par ses pas légers et rapides dans le couloir. Elle n'attendait pas, ouvrait la porte et disait « Papa, je suis là ». À ces instants, tout ce qu'il avait un jour considéré comme la vie prenait une autre résonance. Papa. Pas Martin, pas Monsieur Cardenas. Juste papa. Ce jour-là, il était assis dans le jardin et regardait Camilla ramasser des feuilles sèches dans un seau. Elle jouait à la jardinière, comme elle l'appelait elle-même. À côté, Clara, une tasse de tisane à la main, un sourire doux aux lèvres, observait la fillette. Tous les deux. Je dois lui dire, murmura Martin sans détourner le regard, que sa maman veut la reprendre. Qu'elle risque de partir. Clara acquiesça. Seulement, ne le dis pas comme une perte. Dis-le comme une possibilité et laisse-la choisir avec son cœur. Elle a 7 ans, Clara. Et tu as oublié ce qu'elle a dit, l'amour n'a pas de limite d'espace. Le soir, ils s'assirent tous les trois autour de la table en bois de la véranda. Camilla mangeait des crêpes, les joues barbouillées de miel. Il la regardait comme un miracle prêt à disparaître. Camilla, commença-t-il doucement. Maman me manque beaucoup et elle voudrait que tu sois auprès d'elle. Je sais, répondit-elle en hochant la tête. Elle te demande de revenir chez elle. Veux-tu y aller? Bien sûr, c'est ma maman. Et moi je suis ton papa, dit-il simplement. Oui. Et Clara, c'est la nôtre, ajouta-t-elle. Il fut déconcerté. Tu veux être avec ta maman? Oui, parfois. Mais je veux aussi être ici, parce que, dit-elle en montrant le dessin accroché au mur, la maison avec papa, la maison avec maman, la maison avec Clara. Elles sont toutes à moi. Il ne put répondre, la gorge nouée. À sa place, Clara dit. On ne choisit pas l'amour. On trouve seulement où il fait chaud, et on reste. Cette nuit-là, Camilla s'endormit dans un fauteuil près de lui. Il ne la porta pas dans sa chambre, se contenta de rester là, à écouter sa respiration. Et il sentit qu'il avait désormais un cœur dans lequel quelqu'un dormait. Au matin, il appela Lucia. Elle veut être à la fois avec toi et avec moi, et je ne peux pas l'en empêcher. Je ne veux pas te la prendre, Martin. Je veux seulement être avec elle, tant que je le peux encore. Alors ensemble. Tu crois vraiment pouvoir? Il ne répondit pas tout de suite. Il regarda par la fenêtre, Camilla dessinait à la craie colorée sur les carreaux, tandis que Clara tenait un parapluie pour la protéger de la pluie. Je ne sais pas être un père parfait, dit-il, mais je sais être présent. Alors peut-être que tu es meilleur que je ne le pensais, répondit Lucia. Et pour la première fois depuis le début de la conversation, sa voix ne portait plus la fatigue, mais un soulagement. Une semaine plus tard, ils convinrent que Camilla vivrait alternativement dans 2 maisons. Une semaine chez chacun, sans frontières rigides. Lucia donna son accord écrit pour une garde partagée, et Camilla dit. C'est mon billet pour le bonheur aller-retour. Un soir, dans le calme, Martin dit à Clara. J'ai peur. J'ai peur de perdre Camilla et de me perdre moi-même. J'ai peur de me retrouver encore une fois seule. Clara s'approcha et s'assit près de lui. Alors n'éloigne pas ceux qui restent. Il la regarda. Je ne te demande pas d'être avec moi comme une compagne, comme une femme. Je sais. Je te demande de rester avec nous comme une partie de ce que nous construisons, sans obligation,
Juste parce que tu es la clé de notre maison. Clara ne sourit pas, elle hocha seulement la tête. J'avais peur qu'on me demande encore de partir. Et toi, tu as dit, reste, parce que tu ne m'as pas seulement sauvé dans l'eau, tu m'as laissé en vie. Elle dit doucement. Tu n'es pas un invalide, Martin. Tu es l'architecte d'une famille qui grandit non pas de la force, mais de la vérité. L'automne arriva presque sans qu'on s'en aperçoive. Les arbres du jardin commencèrent à perdre leurs feuilles, et chaque jour Camilla les ramassait dans une cabane. Un abri pour les chenilles, expliquait-elle, pour que personne ne gèle, même si on est petit. Martin ne protesta pas. Il savait de quoi elle parlait, et de qui elle parlait. 2 mois passèrent depuis l'instauration de la garde partagée. Camilla était amenée par Lucia le dimanche et repartait la semaine suivante. La maison de Martin n'était plus silencieuse. Elle résonnait de rires, de courses, de tasses renversées, de dessins animés du soir, de dessins collés sur le réfrigérateur. Mais surtout, le vide avait disparu. Ce vide auquel il s'était tellement habitué qu'il le croyait partie intégrante de lui-même. Un soir, tandis que Camilla dormait et que Clara lisait un livre sur la véranda, Martin était assis à la fenêtre et écrivait une lettre. Il voulait l'envoyer à Lucia. Pas par mail, ni par avocat. Une lettre, une vraie. Lucia. Je t'ai longtemps reproché ton silence, mais maintenant je comprends, tu avais simplement peur, comme moi. Nous avons tous deux fait des erreurs, mais tu m'as donné le plus important, la possibilité de devenir père. Je n'ai plus peur. Si jamais tu n'étais plus là, sache que Camilla ne sera pas seule. Elle a une maison, une famille, Annie. M. Le lendemain matin, Lucia appela elle-même. Sa voix était faible, mais claire. J'ai lu la lettre. Pardonne-moi si certaines choses paraissaient dures. Non. J'ai pleuré, mais pas de douleur, de gratitude. Comment vas-tu? Je m'affaiblis, mais je suis en paix. Camilla sait. Non. Qu'elle continue de vivre au soleil. Un silence. Puis elle dit. Martin, elle nous a dessinés tous les trois, avec elle au milieu. Je sais. Je l'ai vue. Elle ressent plus que ce que nous pourrons jamais dire avec des mots. Tu veux qu'elle soit avec nous si. Je veux qu'elle soit là où l'amour n'est pas conditionné. Et il me semble que tu as réussi à construire justement à tel endroit. Il resta longtemps silencieux, puis dit. Merci. Et à l'autre bout, pour la première fois en 8 ans, résonna de nouveau son rire faible, fatigué, mais vrai. Une semaine plus tard, un photographe entra dans la maison. Camilla avait besoin d'une photo pour l'album scolaire, et elle insista pour faire une vraie photo de famille. Pour que ce soit honnête, déclara-t-elle, sans visages inventés, sans pose. Comme c'est vraiment. Ils s'assirent devant le mur où autrefois pendait un vieux tableau. Maintenant il était vide. Le photographe installait la lumière. Camilla bondissait d'excitation. Martin était assis dans son fauteuil, Camilla sur ses genoux. Clara d'un côté, Lucia de l'autre, portant un foulard léger, avec des yeux très fatigués, mais un doux sourire. Juste avant le clic de l'appareil, Camilla dit. Prêt? Voici notre nid, sans mur, sans porte. Seulement ceux qui sont restés. Clic, l'image resta. Au dos de la photo, que Martin encadra plus tard et posa sur son bureau, on pouvait lire, écrit d'une main enfantine appliquée. Famille, sans cadre, seulement la vérité. La vie continua. Parfois Camilla vivait chez Lucia, parfois chez Martin. Mais le plus souvent, ils étaient tous ensemble, sans contrat, sans horaire, simplement parce qu'ils voulaient être réunis. Clara ne partit pas, et Martin ne lui demanda rien de plus que ce qu'elle donnait déjà, sa présence, sa voix, son regard, sa chaleur. Un jour, il lui dit. Tu sais, quelle était ma plus grande peur après l'accident? Laquelle? Que je ne sois plus jamais nécessaire. Elle le regarda. Tu le es. Parce que tu n'as pas seulement survécu. Tu as créé un endroit où l'on a envie de revenir. Tu as bâti un nid à partir des décombres. Il acquiesça. Oui, mais c'est toi qui m'as appris à ne pas craindre qu'il s'effondre à nouveau. Clara lui prit la main, fermement. Pas comme une sauveuse, mais comme une égale. Alors promets-moi que s'il y a une tempête, nous l'attendrons ensemble.
Il regarda par la fenêtre. Là, sur l'arbre, Camilla accrochait une nouvelle mangeoire à oiseaux. Et il dit doucement. Je le promets. Final. La photo était accrochée au mur du bureau. Sur le fauteuil, Martin. Sur ses genoux, Camilla. De chaque côté, Clara et Lucia. La légende. Famille, sans cadre, seulement la vérité.